Tendance première. 10h, 11h30. Aujourd'hui, des alliances se forment entre les ménages précarisés, les mangeurs et les mangeuses, les petits producteurs qui recourent à la culture paysanne pour proposer des alternatives à ce système low cost. Et ces alternatives sont extrêmement prometteuses pour la collectivité. Elles entretiennent la santé des sols et l'agrobiodiversité. Elles favorisent une meilleure santé des populations. Elles favorisent également une réduction de la pauvreté alimentaire. L'agriculture peut redevenir vraiment un pilier économique de nos régions. Si on laisse le choix à plus de personnes de le faire et on leur donne les possibilités de le faire. Il est temps que les gens ouvrent leur cœur, s'accordent un peu plus, s'entraident, parce qu'on va avoir besoin de ça dans les jours, mois ou années futures. Alternative, s'entraider, solidarité aussi, autant de thématiques que l'on retrouve dans ce film La fin est proche. Bonjour François Legrand. Bonjour à vous. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire qui est accessible sur YouTube. Tout un chacun peut le découvrir aujourd'hui. C'est vrai qu'il suscite évidemment le questionnement parce que vous partez à la rencontre de petits producteurs, de petits maraîchers qui racontent et qui nous parlent finalement de leurs difficultés. Et pourtant, on avait l'impression pendant le confinement que tout allait un peu mieux, que les gens s'étaient détournés quelque peu des grandes surfaces pour partir à la rencontre justement de ces maraîchers. Beaucoup de maraîchers ont fait des investissements. Et puis à un moment, il y a eu 2022 et on a l'impression que tout a changé à nouveau et peut-être pas dans le bon sens. C'est ça, et en fait, donc, il y a eu beaucoup d'investissements positifs et financiers pour accueillir plus de mangeurs au sein des petites infrastructures pendant le confinement. Et malheureusement, et je suis tout à fait... je suis fait pour les comprendre, les gens sont retournés dans leurs mauvaises habitudes, ou leurs habitudes tout court, pour ne pas juger, une fois que tout a été débloqué et que la vie a recommencé. Puisque c'est ça, la seule grande difficulté de se mettre à manger local, c'est de changer un peu son organisation pour se nourrir autrement. Vous aviez avec déjà Ludovic Bolette, qu'on aura par téléphone dans un instant, réalisé Tandem Local, et on s'était rencontrés à cette occasion. Vous alliez il y a quelques années aussi à la rencontre de producteurs, de maraîchers qui voulaient produire autrement, être plus proches. Est-ce que vous avez retrouvé ces mêmes personnages à travers La fin proche, et est-ce que comment vous voyez ce déclin éventuellement ou ce désintérêt parfois du public pour ces maraîchers qui sont pourtant essentiels? Je pense que c'est une question de culture et une question aussi de temps, puisqu'aujourd'hui, comparé à il y a 40-50 ans, je veux dire, les gens travaillent plus et des fois se déplacent aussi plus, et les deux, donc on emménage, etc. Et même parfois même les enfants maintenant, ils sont obligés de contribuer également au ménage. Il y a de ça, et puis de l'autre, effectivement, quand on a fait Tandem Local en 2019, on avait récolté une série de témoignages et on se concentrait vraiment sur l'aspect général de manger local, tandis qu'ici, c'est pour ça que je l'ai mis directement en ligne le film. Il fallait absolument parler de cette précarité qui continue et s'aggrave pour certains, puisqu'on se rend pas compte, mais oui, beaucoup d'agriculteurs ne gagnent à peine que 400, 500, des fois 900 euros par mois, ce qui est vraiment très très fortement sur le seuil de pauvreté. Oui. Pour un travail évidemment extrêmement compliqué, on le disait tout à l'heure en début d'émission, 60% des fermes ont disparu en 25 ans, et pourtant la région wallonne importe 83% de fruits et légumes et 67% de céréales. Quand on voit ces chiffres, Ludovic Bolette, vous êtes avec nous par téléphone, on se dit que finalement le marché il est là, qu'il y a une possibilité qu'on pourrait arrêter d'importer finalement des produits venus d'ailleurs et donc se concentrer sur les maraîchers comme vous, et pourtant c'est difficile pour vous aujourd'hui de vivre et de survivre. C'est hyper difficile parce qu'on veut travailler aussi avec le vivant. Donc la problématique, c'est qu'on ne saurait pas travailler sur des dizaines d'hectares comme la plupart des gros producteurs font. On a envie de travailler avec le vivant sans engrais chimiques, et en même temps on doit faire tellement de travail différent en tant que professionnel que pour finir, on attend que les gens viennent chez nous acheter leurs légumes directement. On fait déjà entre 50 et 70 heures semaine. Ça devient compliqué de le faire autrement, quoi. Tellement compliqué que vous avez dû arrêter finalement votre travail de maraîcher. Vous l'expliquez très bien dans ce documentaire. Vous aviez un travail à côté parce que c'était impossible pour vous. Je voudrais qu'on essaie de bien comprendre un peu le statut des petits maraîchers comme aujourd'hui. Combien de temps travaillent-ils et ce qu'ils gagnent en moyenne? Donc nous on travaillait entre 50 et 70 heures semaine. Donc j'avais Kelly qui était à temps plein sur le champ, et alors le salaire était durement de 950 euros net par mois. Et moi je travaillais en plus dans le bâtiment pour payer son salaire et essayer de payer une partie du mien, quoi. Ouais. Et du coup vous avez dû arrêter cette activité. Pour quelle raison? La raison c'était le champ. Donc c'était de faire un lâcher prise sur le terrain où on cultivait.
C'était personnel, parce que voilà, je divorce, donc c'était vraiment personnel, c'était de faire un lâcher prise sur ce terrain-là, et donc j'en recherche un autre. Parce que le but, ce n'est pas d'arrêter complètement. J'ai toujours l'envie d'être producteur, quitte à gagner moins, mais je sens qu'on va avoir besoin de nous. Il y a certaines personnes, donc des présidents qui disent qu'il y aura des risques de pénurie alimentaire. Et donc, moi, j'ai toujours envie de me battre pour pouvoir nourrir des gens, quoi. Et c'est vrai que l'arrêt du temps qui était ce maraîchage exprime bien aussi la difficulté de trouver des nouveaux terrains tant il y a de la spéculation autour des terrains aujourd'hui, on y reviendra. Ce n'est pas le seul problème qui explique aujourd'hui cette difficulté à pouvoir faire du maraîchage chez nous en Belgique. Et Olivier de Scutter, que vous avez rencontré d'ailleurs à l'occasion de ce film, François Legrand, eh bien il nous explique, il retrace un petit peu finalement pourquoi on en est peut-être arrivé là. Depuis les années 1960 et le lancement de la politique agricole commune, tout l'accent a été mis sur l'agrandissement des exploitations agricoles, les économies d'échelle, le passage à des méthodes de production beaucoup plus industrielles qui exigeaient qu'on ait du capital et qu'on s'endette parfois pour des générations pour acheter le matériel et agrandir la ferme. Tout ça au nom d'une augmentation de la productivité à l'hectare et d'une réduction du rôle de la main-d'œuvre dans la production alimentaire. On a donc vu le nombre de fermes diminuer de manière dramatique, avec une disparition de 60% des fermes au cours des 25 dernières années en Wallonie par exemple. On a vu une main-d'œuvre se réduire avec le remplacement de l'homme et de la femme par la machine. Et dans ce contexte-là, l'agriculture paysanne n'a que très peu de chances de survivre. Elle ne peut survivre qu'en faisant preuve d'inventivité face à ce rouleau compresseur de la concurrence effrénée qu'on a imposé. Olivier de Scutter, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Ce discours, il flatule, il est là. Il est dans l'air du temps depuis des années. J'ai l'impression, François Legrand. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Alors que le discours politique dit à longueur de temps, nous allons soutenir les petits producteurs, on veut revenir à une agriculture bien familiale. En fait, dans les faits, c'est toujours pas le cas. Oui, maintenant, il y a quand même du progrès au niveau de la prise de conscience citoyenne, surtout depuis que les jeunes ont commencé à montrer l'exemple avec les marches du climat et compagnie. Maintenant, à Bruxelles, il me semble que ça bouge un peu plus, puisque la politique est quand même plus orientée vers l'écologie. Mais c'est vrai que ça peine, la machine peine à prendre. Et ça reste vraiment frustrant parce que de nouveau, on est habitué à avoir les rayons remplis et à se déplacer chaque fois au même endroit où tout est sur place. Maintenant, faut pas oublier qu'il existe un tas d'épiceries qui font un boulot exemplaire et qui ramènent tous les produits au même endroit pour éviter justement qu'on doive se déplacer chez le boucher, chez le maraîcher, chez le boulanger. Et donc, il y a plein de solutions et on peut même se faire livrer. Donc, c'est juste une question de réorganisation quotidienne. La question du prix aussi revient régulièrement et notamment chez vous, Ludovic Bolette. Vous avez fait d'ailleurs sur le terrain des études pour prouver à quel point acheter local et bio, local et ou bio d'ailleurs, parce que vous l'expliquez, François Legrand, enfin vous le démontrez et les maraîchers le disent aussi, cette concurrence, elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui. C'est important de se serrer les coudes. Mais vous avez fait le test, Ludovic Bolette, vous avez comparé les prix et vous expliquez à un moment donné dans le reportage que pour un paquet de céréales de petit déjeuner, on va payer dans une grande surface à peu près 9 €. Mais en réalité, on a l'impression qu'on paye que 4 € parce que c'est 400 grammes, alors que dans un magasin en vrac, les mêmes céréales vous seront vendues 8 € le kilo. Et les gens ne font pas suffisamment l'exercice de faire un calcul. Ils disent, 8 € le kilo, c'est énorme, alors qu'en grand magasin, je paye 4 €. Oui, mais non, on paye 4 € 400 grammes, on fait même un peu plus. Donc en réalité, c'est pas beaucoup plus cher de prendre certains produits dans les magasins en vrac. Non, tout à fait. Donc moi, je fais beaucoup, j'analyse un peu les prix pour voir comment les gens réagissent. Et c'est vrai que c'est tellement, on regarde juste le prix et pas les quantités qu'il y a dedans, et surtout aussi la qualité du produit. Ah oui. C'est un petit peu comme une cliente qui vient un jour sur mon maraîchage et qui me dit, tes haricots sont trop chers. Vous êtes à 11 du kilo. Je dis, oui, ok, par rapport à du bio, écoute, en grande surface, c'est moins cher. Et on regarde sur Internet où on tombe à 12,50 € le kilo. Elle me dit, oui, mais enfin, là, j'ai tout, donc je dois encore être moins cher chez toi. Ce qui n'était pas logique. Et on a remarqué aussi, c'est qu'on voulait passer, nous, ici, en CSA. Donc, c'est un soutien de la communauté vers le producteur, où les gens payent un abonnement à l'année à la place de payer les produits au kilo. Et on revenait plus ou moins à la moitié du prix d'un panier pour l'année, quoi. Mais pourquoi Ludovic Bolette garde-t-on alors en tête que c'est moins cher dans les grandes surfaces, que c'est plus simple dans les grandes surfaces? Peut-être la publicité.
On est tellement matraqué publicité disant le prix le moins cher. Je parle des grandes surfaces, bien sûr, qui disent souvent ça, que c'est toujours le moins cher, donc les gens se fient à ça. Et c'est vrai qu'à un moment, les produits chez les maraîchers coûtaient plus cher, mais la tendance a plutôt à s'inverser. À s'inverser, s'équilibrer dans certains cas, et qu'il suffit parfois aussi de se dire, c'est vrai que je paye peut-être 30 ou 50 centimes de plus, mais je paye une certaine qualité quand même, et surtout je favorise des maraîchers locaux près de chez moi qui sont attentifs à protéger la terre. On va revenir sur ces aspects-là. Vous allez manger moins aussi. Oui, tout à fait. Vous allez manger moins et beaucoup mieux, donc forcément ça coûtera moins cher. Voilà, et on sera en meilleure santé, tout ira bien. Ludovic Bolette, vous restez bien avec nous. François Legrand aussi. On aura dans quelques instants également Serge Perenbaum, qui est maraîcher, membre du syndicat paysan Mouvement d'action paysanne, et qui est d'ailleurs le collectif coproducteur du film, qui est un film de Permavenir, également. On en reparlera juste après une petite page de pub. Avec des réactions qui nous arrivent, vous pouvez toujours bien sûr les partager avec nous par SMS au 60 31 75 centimes le message pour vos messages courts, et la page Facebook pour vos messages un peu plus longs, comme le message de Quentin. Cela fait des années que j'ai la chance d'aller me fournir via des magasins de coopératives dans le Namurois ou directement dans des magasins à la ferme. Au final, le panier n'est pas plus élevé car je n'achète rien d'inutile, et quel plaisir de retrouver du goût. Il faut faire certains sacrifices. Les tomates par exemple, ce n'est pas avant le mois de mai, au plus tôt. Est-ce que ce genre de message est entendu aujourd'hui, Ludovic Bolette? Parce que ça fait des années que ceux qui sont sensibilisés, qui ont retrouvé le goût, qui participent finalement à ces achats ou qui se fournissent en coopérative chez les petits producteurs, le défendent. Et ils ne parviennent pas à faire changer d'état d'esprit certains. Peut-être parce que je les remercie déjà de continuer à faire ça. Maintenant, je pense que les gens veulent peut-être aussi aller par la facilité, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps aussi de se dire... Comment est-ce que je peux expliquer ça? De se dire d'aller voir les petits producteurs, alors que pour toi, avec leurs enfants, ce serait magnifique, au lieu d'aller se faire juste une promenade ou aller dans les parcs d'attractions, d'aller faire un tour chez les producteurs et apprendre un peu la vie. Ça fait du bien aussi, on va essayer de le faire. Ouais. François, mais c'est dur, parce que même dans ma propre famille, je n'arrive pas à le faire des fois. Donc... Ah ouais? Oui. François Legrand, dans ce film, vous revenez aussi sur des solutions, parce que le constat, il est là, et c'est vrai que ça fait des années qu'on entend parler de ce constat, et qu'on voit finalement l'évolution négative par rapport à ces petits maraîchers, petits producteurs. Il y a toute une série de solutions qui reviennent. On parle beaucoup de solidarité, de travail ensemble, d'achat de terrains collectifs. Donc, il y a aujourd'hui une volonté de ces producteurs, de ces petits maraîchers, de se dire non, on va pas crouler, on va se mettre ensemble, on va réfléchir différemment, on va arrêter aussi de se tirer les uns sur les autres. Oui, et puis les mangeurs aussi, heureusement qu'ils sont là et pour soutenir et créer des collectifs justement avec les producteurs. Et en fait, il y a un tas de solutions comme vous avez cité, etc. Ludovic a mentionné le CSA tout à l'heure, donc c'est Community Supported Agriculture, donc c'est agriculture soutenue par la communauté. Ça vient de nos amis du continent à côté. Et ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on change les règles du jeu dès le début de la saison, donc dès septembre, je veux dire à la rentrée scolaire entre guillemets, ou janvier, ça dépend du producteur. Le producteur reçoit déjà son salaire à l'année en fait, parce que les gens payent un abonnement. Et puis en fonction de l'abondance ou des problèmes de sécheresse ou de climat, tout est partagé après équitablement entre toutes les familles qui ont financé. Et des fois, il y a des prix différents par rapport à ceux qui gagnent peut-être mieux leur vie que d'autres. Donc il y a aussi une solidarité par rapport à l'adaptation du prix. Et ça permet rien qu'une première chose, que le producteur déjà va se sentir un peu plus serein, parce qu'il aura déjà son capital entre guillemets pour avoir un salaire, mais toujours pas très haut le salaire, entre 1000 et 1200 euros net par mois. C'est déjà un petit peu mieux que ceux qui doivent se débrouiller sans être sûrs qu'ils pourront subvenir à leurs besoins, alors qu'ils nourrissent les gens eux-mêmes, peut-être ne peuvent pas se nourrir. Donc c'est ça aussi qui est alarmant. Mais au moins dans cette solution-là, il y a ce côté-là, et puis les gens vont cueillir eux-mêmes sur place avec leur famille généralement, et du coup se reconnectent au cycle des saisons, au cycle de la vie, et ont des produits vraiment d'extrême bonne qualité. Ouais. Je voudrais qu'on écoute un extrait justement de votre film La fin est proche, avec justement ces solutions qui sont mises en avant par certains maraîchers. Du coup, nous on est une coopérative réunissant plusieurs maraîchers sur le même espace, on partage les mêmes outils. Jusqu'à présent, on partageait aussi les mêmes revenus. Et c'était une manière pour nous, justement, de trouver une solution par rapport à la précarité du revenu, à la précarité de ce travail. C'était de travailler à plusieurs pour pouvoir se soutenir les uns les autres au sein d'un système de solidarité entre nous, quoi. Malgré ça, on est quand même confronté à pas mal de difficultés financières. Une année, c'est parce qu'il pleut trop. Une année, c'est parce que
il y a une forme de panique et les gens tout d'un coup se disent que les carburants augmentent et donc ils font des choix différents sur la nourriture et donc du coup toute une série de notre clientèle disparaît. D'année en année, on se rend compte que malgré les efforts qu'on peut mettre en place, malgré la solidarité qu'on s'apporte les uns les autres en travaillant ensemble, on reste dans une forme de précarité. Au-delà du fait que nos revenus sont relativement bas, qui pose problème, c'est le fait que c'est difficile de s'outiller, c'est difficile de respecter toutes les normes qui sont en vigueur actuellement. En fait, on se sent assez écrasé par le poids de toute une série de choses auxquelles on doit répondre en tant que société, et toute une série de normes qu'on doit respecter au quotidien et qui nécessitent généralement de payer un comptable, payer un fiscaliste, payer une personne pour se mettre aux normes. On est tellement sollicité par tout un poids administratif que ça pose problème parce qu'on ne sait pas répondre à toutes ces normes pour des problèmes aussi de financement. Si on gagnait plus facilement notre vie, on pourrait se dire « Ah, je vais payer quelqu'un pour s'occuper de ça ». On se retrouve en marge, finalement, des règles et avec toujours une pression de respecter toute une série de normes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus supporter sur le long terme. Toujours devoir chipoter, toujours devoir trouver des solutions précaires qui font qu'au quotidien, c'est trop usant, quoi. Jean-François Seglio de Wépion, les 3 maraîchers pour sa ferme. Et puis par téléphone, on a Serge Perenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est la ferme Arc-en-Ciel qui est une aventure humaine aussi. Quand vous avez participé à ce film et à ce documentaire, la fin est proche. Serge, on sent bien que le fait que vous soyez en famille pour travailler sur cette ferme est très important pour vous et vous aide un petit peu, mais vous rencontrez exactement les mêmes difficultés, évidemment. Tout à fait. Donc l'agriculture familiale est importante. En tout cas, faire de l'agriculture à plusieurs, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues, c'est primordial. Mais les difficultés sont partout les mêmes. On travaille beaucoup pour une reconnaissance très faible, malheureusement, alors qu'on fait un travail essentiel, évidemment. Ouais. Serge Perenbaum, on vient d'écouter bien justement un autre maraîcher qui parle de solutions et directement dans cet extrait, il parle des difficultés. C'est vraiment, on l'a choisi cet extrait pour se rendre compte à quel point, dès qu'on entrevoit une porte de sortie ou une lueur, il y a tout de suite une lourdeur administrative, entre autres, mais pas que cela. Serge ? Oui. Sur les lourdeurs administratives. Oui, les lourdeurs administratives, en fait, on pense souvent au contrôle de l'AFCA, mais il n'y a pas que les contrôles de l'AFCA. Il y a toute cette bureaucratie qui nous prend énormément de temps, et donc les maraîchers et les petits producteurs, en plus de leur travail et de leur métier, donc de produire des aliments de bonne qualité, ils sont soumis à des tas de contrôles et des tas de paperasse qui les empêchent aussi de vivre correctement, je dirais, parce que ça joue sur l'emploi du temps, évidemment. C'est toutes des contraintes aussi. Les normes sont pas adaptées à nos petites structures, et donc c'est un gros problème, effectivement. Dites-moi si je me trompe, Serge, mais il me semble que c'est vous qui expliquez dans le documentaire que vous êtes capable, avec la ferme Arc-en-Ciel, de nourrir à peu près 600 familles. Et que lorsqu'on extrapole et qu'on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il faudrait, pour nourrir l'ensemble de la Belgique, à peu près 200 000 maraîchers, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, malheureusement, on nourrit pas 600 familles puisque je suis seul maraîcher à la ferme, mais avec 11 autres maraîchers, donc on serait 12, oui, voilà. Ça nous permettrait de nourrir 600 familles, ce qui représente environ 1/5 de la population de notre village ici. Et donc pour la Belgique, oui, ça voudrait dire qu'environ 200 000 emplois de maraîchers, de maraîchères seraient tout à fait possibles pour produire les légumes pour tout le pays. Ouais. Alors parmi les solutions, ou en tout cas les pistes d'avenir, parmi la réflexion aussi que l'on retrouve, il y a le fameux SPG, Système Participatif de Garantie Agroécologique. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est ce SPG, Serge, et à quoi il peut servir à la fois pour les maraîchers, mais aussi pour le grand public. Exactement. Donc le SPG, donc ce système participatif de garantie, il a été conçu par IFOAM, donc qui est réseau international des agrobiologistes. Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, mais en Belgique avec le MAP, le Mouvement d'Action Paysanne, donc on a mis en place un SPG agroécologique. Et donc ce SPG, c'est vraiment un outil pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. Et donc avec cet outil, on va plus loin que les labels, parce que la participation des uns et des autres est primordiale. En quoi, concrètement ?
En quoi concrètement? Et donc en fait on se base sur un référentiel agroécologique, donc avec des fiches sur différentes thématiques, la vie du sol, l'énergie humaine, l'énergie mécanisée évidemment. Et donc l'idée c'est de comprendre les réalités des uns et des autres, donc entre agriculteurs, producteurs et consommateurs, mangeurs, et donc de trouver des solutions. Donc au-delà du label qui va, ou des labels qui va plutôt dans une sanction aussi, hein, puisque voilà, on peut être sanctionné si on respecte pas le cahier des charges. Ici, avec le SPG, on est plus dans l'accompagnement. On essaye de comprendre les réalités des producteurs, et le groupe de mangeurs, de consommateurs est là pour l'accompagner, trouver des solutions ensemble. Mais quel genre de solution, moi qui suis peut-être intéressé par ça, quel genre de solution je peux proposer, ou quel genre de discussion je peux avoir avec vous? Voilà, un exemple chez un maraîcher qui arrosait ses légumes avec de l'eau de distribution. Son groupe SPG lui a dit, voilà, dans l'eau de distribution, il y a des pesticides, il y a des polluants chimiques. C'est pas le producteur qui est responsable, mais voilà, donc ça se retrouve quand même sur nos légumes. Donc on va réfléchir ensemble, et la solution qu'ils ont trouvée, c'est évidemment de récupérer l'eau de pluie, de la stocker bien sûr, et de pouvoir donc arroser les légumes avec de l'eau de pluie. Alors c'est certainement pas parfait non plus, mais voilà, ça c'était leur choix. Donc on leur a pas imposé quelque chose. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution qui leur convient mieux, qui est mieux adaptée à leur conviction, à leurs souhaits. Et donc en plus ils ont participé au développement du stockage et de la récupération, parce qu'évidemment il y avait un coût supplémentaire que le maraîcher n'a pas dû prendre à sa charge tout seul. Le groupe SPG a pris le travail pour que ça coûte moins cher. Ils ont acheté les matériaux, ils ont fait le travail eux-mêmes, ce qui était beaucoup plus accessible pour le producteur. Ludovic Bolette, on voit ici évidemment, on parle beaucoup du facteur humain. C'est un élément que vous soulignez aussi dans le documentaire, ce facteur humain qui vous a été souvent essentiel, mais puis qui s'est parfois aussi retourné contre vous. Mais c'est vraiment un élément de soutien aux maraîchers et aux petits producteurs. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, le soutien, on a le soutien de mes clients. Donc, moi, ils attendent qu'une chose, c'est que je puisse redémarrer la production. Et on avait vraiment nos mangeurs. Donc, dans le CSA, on pensait que ça allait être compliqué, mais on aurait eu 90 mangeurs pour soutenir le projet. Et voilà, moi, en tout cas, je conseille vraiment à tous mes collègues maraîchers de peut-être arrêter de chercher à vendre directement sur place, mais peut-être plutôt créer une communauté comme avec le CSA, quoi. Mais justement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a cette volonté de créer des communautés? On y reviendra après les informations de 11h, il nous reste une petite minute, mais est-ce que vous avez ressenti un moment avec vos collègues cette volonté de se dire on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse ensemble? C'est ce qu'on fait déjà, ça. En tout cas, avec la province de Liège, avec les maraîchers, on se côtoie au moins une fois l'année, déjà tous. Mais autrement, on a des petites synergies qui se font, où entre collègues, on s'entraide. Quand j'ai dit que j'arrêtais, c'est pas comme si on avait des concurrents qui se disent génial, aide-moi. Tout du contraire, c'était plutôt un soutien. Non, tu peux pas arrêter, viens chez nous. On va reprendre tes plants, parce que moi, tous les plants étaient déjà commandés. Donc, il y a vraiment un soutien entre producteurs, quoi. Et même dans les plus grosses fermes autour de chez moi, on a un soutien de ces producteurs-là aussi, quoi. Le problème ne vient effectivement pas des petits producteurs, mais votre difficulté aujourd'hui à retrouver un terrain montre à quel point aussi la spéculation autour des terres chez nous est assez importante, et qu'il reste très difficile aujourd'hui de pouvoir se lancer lorsque l'on n'a pas déjà une terre derrière soi qui nous est léguée par une famille ou autre. Se lancer dans l'aventure, ça reste compliqué. On va y revenir, Ludovic Bolette, si vous voulez bien rester encore un peu avec nous, ainsi que Serge Perbaume, bien sûr, et puis François Legrand sur ce film La fin est proche, que vous allez pouvoir découvrir gratuitement en ligne sur Internet et sur la chaîne YouTube. Merci Yasmina Favaro. Au retour de l'information à midi, on poursuit avec nos invités bien sûr sur notre dossier du jour, et ce film La fin est proche. Oui, tout à fait, et puis on va revenir entre autres sur les contraintes administratives qui sont assez hallucinantes parfois pour ces petits producteurs. Aujourd'hui, François Legrand, je rappelle, vous avez réalisé ce film qui est accessible sur YouTube, que tout un chacun peut découvrir maintenant. La fin est proche. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de ce film, parce que c'est vrai que j'étais le premier surpris parfois par l'attitude de certains.
Donc du coup on a été contrôlé sur le marché de Namur parce que par le SPF Économie qui a remarqué que sur nos pancartes l'origine qui était inscrite n'était pas l'origine du pays mais qui était l'origine du producteur et donc c'est une infraction par rapport à je ne sais quel code du SPF Économie d'inscrire l'origine du producteur et non pas du pays où il faut au moins mettre les deux. Mais donc du coup, on a eu un deuxième contrôle sur lequel on était un peu limite parce que j'avais été malade la veille, on n'a pas eu le temps de faire tous les panneaux. Et là, du coup, on a été convoqué, il y a tout un dossier sur nous et on attend les suites pour voir combien est-ce qu'on va devoir payer d'amende parce que c'est ça qui nous pend en nez pour le simple fait d'être dans une irrégularité. Un peu comme si on manipulait les gens en ne mettant pas l'origine du pays, en sachant que tous nos produits, tous nos légumes viennent de Wallonie. Mais c'est ça, quoi. Et en mettant l'origine du producteur, ce qui est beaucoup plus transparent en réalité que mettre l'origine du pays. La loi, ça elle s'en fout. Oui, la loi, c'est la loi, hein, comme disait l'autre François Legrand. C'est assez évidemment surprenant de se dire qu'on ennuie, pour ne pas dire autre chose, encore des producteurs sur des détails à ce moment-là, qui peuvent, qui sont dans la loi. On ne va évidemment pas être contre la loi, mais se dire il n'y a pas autre chose à faire là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai pas envie de taper sur nos amis de SPF Économie parce que eux aussi sont dans ce système, entre guillemets, et ils respectent effectivement ce qu'ils doivent faire. Mais il faut pas oublier les pouvoirs aussi qu'il y a derrière. Je veux dire, quand on sait que les contrôles de l'AFSCA se font, de manière un peu abjecte et directe chez les petits producteurs, alors que dans les grandes infrastructures, ils sont au courant quand le contrôle va arriver, parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'AFSCA qui travaillent dans les grandes structures de patates ou de grandes céréales, etc. Donc il y a déjà un petit problème là, et aussi au niveau de tout ce qui est administratif, etc. Eux, il y a des gens qui ont des aides et qui ont évidemment plus de facilité à se retourner, à être résilients par rapport à tout ça, tandis que les petits producteurs, ils n'ont pas le temps d'être harcelés comme ça, alors qu'ils font déjà un travail incroyable et exemplaire, qui en plus épargne du financement à côté pour dépolluer ou pour s'occuper de réparer les dégâts des pesticides et compagnie. Ludovic, vous êtes du côté toujours de l'Arrée, donc dans le sud-est de la Belgique. Pourquoi vous trouvez pas de terrain aujourd'hui? Alors, on m'a proposé des terrains. Il y a juste que je suis peut-être un petit peu trop précis dans ce que je cherche. J'ai eu des terrains qui étaient plus loin, beaucoup trop loin, donc je veux dire 35 minutes de route. Mais il faut savoir qu'on y va peu la journée, puis on y retourne le soir pour fermer, puis des fois on doit repartir le week-end pour réarroser. Donc j'ai envie de prendre le temps de trouver ce terrain-là. Et on m'en a proposé aussi un autre où c'était trop humide. Donc voilà, il y a quand même une sélection pour ne pas avoir trop de complications sur le terrain. Mais je veux dire, il y a des gens généreux, Il y a des gens qui étaient prêts à nous prêter. J'ai eu 4 terrains au total qu'on m'a proposé, mais à chaque fois c'était le problème, soit pour l'eau, pour avoir de l'eau en tout cas pour arroser mes plantes. Et il y avait aussi la problématique, c'était la distance. Serge Perrebaum, je rappelle, vous êtes membre du syndicat paysan, mouvement d'action paysanne. La problématique des terres, on en parle régulièrement dans cette émission. Je crois qu'on se rend pas compte des prix ni de la difficulté. Est-ce que vous pouvez nous parler du prix d'une terre moyen en Wallonie et pourquoi c'est si compliqué finalement pour un petit maraîcher comme vous, d'avoir accès aux terres? Oui, donc le prix des terres agricoles ne cesse d'augmenter, évidemment, et donc ça représente plusieurs milliers d'euros par hectare, et donc on n'est plus capable d'acheter de la terre, et c'est vraiment un gros problème. Donc les maraîchers, ils ont besoin quand même d'une surface relativement petite ou moyenne. Dans l'élevage, c'est encore pire, évidemment, parce qu'ils ont besoin de plus de surface, et donc en fait les petits producteurs n'arrivent plus à accéder à ces terres-là, et donc on a des grands groupes comme Colruyt qui achètent des terres à des prix d'or, et donc les agriculteurs ne peuvent plus y arriver, hélas. Et donc d'ailleurs l'année dernière, la journée des luttes paysannes, le 17 avril, c'était donc pour dénoncer ce que Colruyt fait. Alors Colruyt n'est pas le seul, évidemment, il y a d'autres grosses entreprises qui le font. Ici, cette année, la journée des luttes paysannes aura lieu donc le dimanche 16 avril à Bierzet, donc pour l'extension de l'aéroport de Liège, puisque là aussi on exproprie des agriculteurs de leurs terres pour toujours construire plus, avec évidemment l'intérêt économique à court terme, alors qu'on sait que la pollution elle est là, des aéroports il en existe déjà, donc pourquoi il faut toujours construire plus?
Voilà, et donc c'est un gros problème. Et les politiques continuent, malgré les problèmes de réchauffement climatique et autres pollutions engendrées par toute cette économie à court terme, je dirais. Ils continuent à faire des choix qui sont malheureusement pas les bons, je pense. Avec aussi des difficultés liées parfois du coup à la disponibilité, parce que François Legrand, ça c'est un élément aussi qu'on peut mettre en avant, c'est que moins il y a de petits producteurs, que ce soit maraîchers ou autres, moins certaines populations n'ont plus accès à quelque chose de local dans lequel on s'est investi humainement avec des producteurs qui sont viscéralement attachés à leur terre. On risque de se retrouver avec des parties de population qui n'auront plus accès à une nourriture de qualité. Oui, parce qu'en fait, la majorité de l'alimentation qu'on produit en Belgique, c'est pour l'exportation. Par exemple, le porc, on en produit beaucoup plus qu'on est capable d'en manger. Oui. Voilà, donc on l'exporte. Et j'aime bien l'exemple du Brésil, parce que le Brésil, on a l'impression qu'ils mangent beaucoup, ils ont la forêt amazonienne, ils produisent beaucoup pour eux, mais en fait, ils produisent pour exporter. Les gens sont encore dépendants des familles, des petits producteurs. Et dans le monde entier, c'est quand même plus de 50%. Donc là, même 60, la majorité sont encore dépendants de familles d'agriculteurs. Et aujourd'hui, si on a un problème géopolitique et on voit les tensions qui sont en cours pour le moment, oui, ça pourrait impacter la chaîne alimentaire. Donc tous ces intermédiaires-là qu'il y a entre le producteur et le vendeur et l'assiette. Et ça montre qu'on n'est jamais à l'abri d'une pénurie alimentaire. On voit l'impact des céréaliers, justement, parce que la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui produisait beaucoup de céréales et qui l'exportait énormément, y compris chez nous et en Europe, on a vu du coup les prix augmenter parce qu'on s'est rendu compte que les céréaliers chez nous ne pourraient absolument pas pallier évidemment au manque, puisque eux-mêmes aussi ont une partie de leur production qui s'exporte. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on en est là, quoi. C'est ça, en fait on n'a pas assez de production céréale et en plus on l'utilise beaucoup pour nos moteurs, ce qui est une fourberie, je veux dire produire de la matière qui est censée nous nourrir et la mettre dans nos moteurs, je veux dire ça n'a aucun sens quelque part, et puis en plus on a l'audace de l'appeler ça biocarburant, le d'agrocarburant. Mais oui, si on ne faisait pas pour le carburant de moteur, on pourrait peut-être nourrir dans céréales 40% de la population, donc c'est même pas encore suffisant. Et en plus avec la loi Stop Béton qui a été annoncée beaucoup trop tôt à mon goût, cela crée au niveau des promoteurs immobiliers une saisie encore plus importante des terres agricoles. Et sans parler des arbres qu'on coupe, puisque la vie est de plus en plus chère et du coup le bois a augmenté. Et donc on est dans un serpent qui se mord la queue, effectivement. C'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser à tous ces bienfaits. L'acte le plus simple pour changer les choses, c'est effectivement de manger local. Continuons à petit s'en rendre compte et encourageons, quitte à faire des campagnes participatives financières, qu'on arrête de saisir les terres agricoles parce qu'elles sont pour notre souveraineté alimentaire, donc pour vivre, on va en avoir bien besoin. Je voulais juste encore signaler une chose et puis je vous laisserai conclure avec Cédric. Il y a un élément qui est soulevé aussi, je trouve très intéressant dans le documentaire, c'est ne nous laissons pas envahir par une espèce de mauvaise foi entre parfois certains agriculteurs ou producteurs, entre le bio et celui qui fait pas bio mais qui fait local quand même. En disant, il faut se rendre compte que d'un point de vue administratif, il y a des choses auxquelles on doit répondre, on n'y répond pas complètement, on n'a pas le label bio, mais on fait quand même quasiment du bio, quoi. Ou certains même ne font plus de la demande pour avoir un label bio parce que c'est trop compliqué, mais il faut quand même des produits de qualité et donc pas de rivalité forcément systématique entre le local et le bio. Il y a un appel dans votre documentaire à ce que les producteurs véritablement se serrent les coudes. Ce qu'ils font, j'ai l'impression. Oui, en fait, on a tendance, et c'est beaucoup ce qu'on retrouve partout dans ce qu'on regarde, à alimenter notre corps de souffrance, je veux dire, à avoir de la peur omniprésente. Et en fait, il faut arrêter de se diviser, je pense. Il faut un maximum créer des ponts. Et j'ai envie même d'encourager les agriculteurs conventionnels qui utilisent toujours de l'engrais, etc., parce que on a tendance à les oublier, à les pointer du doigt, mais eux aussi nous permettent de nous nourrir. Et donc, au lieu effectivement, et ça se voit, au lieu de se diviser, parlons entre nous et essayons effectivement de créer des ponts pour s'inspirer à une production plus résiliente et plus en accord avec l'environnement. Et Ludovic Bollet, c'est vrai que ces grands producteurs conventionnels entre guillemets, ils souffrent aussi. Là, beaucoup souffrent aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui des échanges entre les grands et les petits pour se dire, voilà, on souffre tous ensemble, peut-être avec des mots différents, peut-être avec des raisons différentes, mais on souffre ensemble, donc regroupons-nous, ou pas? Clairement, oui. Ici, je vais dire, c'est pas des très grands que je connais,
Ça reste des petits producteurs, mais par rapport à ce que nous faisons, c'est des plus grands. Ils sont quand même sur 150 hectares, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais quand je regarde mes amis qui font du lait, qui produisent le lait, ils se sont dit, waouh, génial, le prix enfin augmente, on va pouvoir mieux vivre. Et en fait, c'était complètement l'inverse, parce que les charges qu'ils avaient, ils les ont complètement écrasées, quoi. Sur papier, ils gagnent plus, mais en réalité, ils gagnent moins, quoi. Par rapport à leurs charges. Et on s'entraide. On est vraiment là à s'entraider l'un l'autre. Maintenant, je suis dans un petit village où tout le monde se connaît. Est-ce que ça aide aussi? En tout cas, on va soutenir vos mangeurs, parce que j'adore ce terme de mangeur. Merci beaucoup, Ludovic Bollet. On croise les doigts, évidemment, pour l'avenir, et on espère vraiment que vous allez retrouver une terre et que vous allez pouvoir relancer votre production. Merci également Serge Perrebaume et puis François Legrand. Ce film, il est donc à découvrir. Il s'appelle tout simplement La fin est proche, et il y a une avant-première ce vendredi à 18h au Crier, au Jardin Botanique, donc à Liège. Et paraît-il, on fera un peu la fête après. Oui, avec des bonnes boissons locales, des snacks à la fois pour les végétariens ou même les mangeurs de viande. Il y aura vraiment de tout, et du sain, et un peu de fête, effectivement, après la projection. Avec un débat aussi, effectivement, pour un peu en discuter. Et puis, il y aura, ce vendredi, donc. Hein. Ouais, ce vendredi. Et puis, il y a le festival de la transition alimentaire sur la résilience à Liège et sur les campus différents qui va débuter du 13 au 23 avril. Toutes les informations de Nourrir Liège. C'est pas votre film, mais c'est vrai que ça correspond assez bien, cette réflexion autour des ceintures, entre autres, agricoles, autour, des villes pour nourrir, justement, ces villes. Donc, plus d'infos sur nourrirliège.be. Et puis, la ferme arc-en-ciel aussi, hein, de Serge Perrebaume qui accueille, qui a des gîtes également à cette ferme arc-en-ciel. Donc vous pourrez aller le voir. Et sinon, n'hésitez pas à voir ce film sur Permavenir TV. C'est la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez le trouver à disposition. François Legrand. Un film qui de toute façon est mis à disposition du plus grand nombre et gratuit. Donc c'est à saluer également comme geste afin de pouvoir aider ces producteurs et se rendre compte de la situation compliquée dans laquelle ils sont. José González pour poursuivre.